Bon, c'est une belle façon de célébrer 50 ans, de revenir à l'essentiel. Et la civilisation égyptienne a toujours posé beaucoup de questions à tout le monde. Et évidemment, les pyramides ont toujours interpellé tout le monde, quoi. Enfin, tous les touristes, tous les chercheurs. En général, les gens sont intéressés pour savoir comment ces constructions ont été faites. Mais mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous expliquer comment ça a été fait, puisque de toute façon, on ne le sait pas. Et je ne vais pas, 50 ans après, délirer sur je ne sais pas quoi. Donc, ce sera pour un autre moment, ou d'autres personnes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous amener à vous poser la question, c'est pourquoi ils ont construit un truc pareil. Parce que, quand même, faire des monuments de 140 mètres d'auteur, de 250, 270 mètres de largeur, c'est un effort d'investissement colossal. Surtout qu'une chose, on sait maintenant, pour vous rassurer calmement, que ce n'était pas fait par des esclaves. Et on a trouvé les chantiers, les lieux de logement de ce qu'on appelle les ouvriers ou les artisans de la tombe, qui étaient tous en général des spécialistes. Ça exige beaucoup d'adresse de faire ceci. Donc, c'était des hommes libres qui furent payés et on a trouvé aussi les centres de soins, etc., et la compta, parce qu'ils étaient très... Vous savez, il y avait beaucoup d'escrives, des gens qui notaient tout, donc c'était très précis. Ces découvertes ne datent pas d'il y a longtemps, ça fait 25 ans qu'on a la certitude, parce qu'on a trouvé le village des artisans, qui n'est pas loin des grandes pyramides, et que je pense bientôt pour être visité par les touristes. Bon, comme en Égypte, on ne sait jamais quand est-ce qu'un chantier va être commencé, ni quand est-ce qu'il va être fini. Je ne peux pas m'aventurer pour vous dire à telle date, telle année, mais soyez patient, mais en quelques années, je suis sûr que vous pourrez le visiter. Donc, je vais vous raconter d'abord une histoire, presque comme un conte, si vous voulez bien, c'est vendredi soir, l'été. Et pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces constructions. C'est-à-dire quels sont les fondements mythologiques et théologiques qui ont amené ces gens à construire ensuite ces monuments. C'est-à-dire la raison pour laquelle ils l'ont fait est basée sur leur système de croyances et de la vision du monde qu'ils avaient. Nous, en général, c'est comme ça qu'on agit, tous les êtres humains et toutes les civilisations. Jamais personne n'a construit des choses par hasard ou d'une façon comme ça. Je peux vous expliquer la même chose dans d'autres civilisations, y compris la nôtre. De pourquoi on construit et pourquoi on urbanise comme on urbanise maintenant et par rapport au passé. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais chaque civilisation, chaque société a une représentation de la vie, du monde, il a ses croyances, et c'est à partir de ces croyances, de cette vision du monde, qu'ils vont bâtir une société matérielle. Donc d'abord, il y a l'imagination. Et ensuite, il y a la construction. Et ce n'est pas l'inverse. Je vous le dis comme anthropologue de l'imagination, des représentations des choses. Et c'est comme ça depuis la préhistoire, en clair. Alors, le premier élément, c'est que il y avait il y a du monde. J'attends. J'attends, vous n'êtes pas pressé?
J'attends. Et accueillir des gens, ça ne s'improvise pas. S'organiser, ça ne s'improvise pas. Donc, c'est toujours compliqué d'organiser. Ah, moi, je suis un peu bête comme ça. Ça fait 50 ans que les gens me supportent, donc un mois de plus ou moins, c'est une importance. Bon, mais vous êtes les bienvenus. Hein. Bien. Donc, il y avait l'Égypte s'est unifiée comme État, c'est-à-dire qu'il y a eu une organisation d'État qui a réuni toutes les différentes villes qui existaient avant et royaumes qui existaient avant, vers le 3002-3003 avant Jésus-Christ. C'est l'unification de l'Égypte. Ah, donc, c'est là où commencent les dynasties. Et comme on a compris que l'unification s'est produite plus tôt qu'on avait pensé, maintenant on a des nouvelles dynasties qui s'appellent la dynastie 0 et la dynastie 00. Parce que si on ajoute des dynasties, tout est décalé, vous voyez? Donc on a 2 dynasties de plus des 30 qu'on connaît. Avant ces dynasties, il y avait une ville dans le delta de l'Égypte, dans une zone géographique qui est occupée aujourd'hui par le Caire, pas en plein centre, mais un peu en retiré, qui existait déjà auparavant et qui avait déjà construit une théologie et une philosophie très particulières. Elle est la source des mythes et des histoires que je vais vous expliquer. Et on a trouvé effectivement des textes qui parlent de ce que je vous dis très tôt dans l'ancien empire égyptien. La ville, les Grecs l'on appelait Héliopolis, qui veut dire en grec la ville du soleil. Mais en réalité, comme vous pouvez imaginer, elle ne s'appelait pas Héliopolis, mais Younou ou On. C'est un autre nom, et ceci veut dire pilier. Vous comprendrez plus tard l'intérêt de ce mot pilier. Pilier. Et effectivement, si les Grecs l'ont appelé Héliopolis, c'est parce qu'un des cultes essentiels qui était donné dans les temples d'Héliopolis, c'était le culte du disque solaire, Ré ou Ra, que vous avez certainement dans des mots croisés utilisés à un moment donné. Mais avant Ra, il y avait Atum. Atum, A-T-O-U-M, Atum. Qui est Atum? Atum est un être primordial qui somnole dans les eaux du chaos, appelé, ou de l'océan primordial, appelé par les Égyptiens le Noun. Dans ces eaux primordiales résident toutes les virtualités de ce qui pourrait être créé. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a strictement rien. Mais tout ce qui pourrait exister, tout ce qui pourrait devenir vivant et expression, est dans le Noun, dans ce fameux Noun, ou océan primordial. Atum veut dire, en égyptien, celui qui est et n'est pas. Il est et n'est pas. D'accord? Donc, vous voyez, c'est déjà une théologie intéressante, parce qu'on est en train de parler de quelque chose qui existe et qui peut devenir autre chose. À un moment donné, je vais la faire courte quand même, comparativement,
Atum prend conscience de lui-même au milieu de l'océan primordial. C'est-à-dire que le premier geste pour les Égyptiens dès la création est d'ordre mental. Prendre conscience, c'est une fonction mentale. D'accord? Et quand il prend conscience de lui-même, il se relève des eaux primordiales. Donc, disons, il faut l'imaginer en train de nager ou de flotter sur les eaux. Et ensuite, il se relève. Et à partir de ce moment où il va faire son ascension, entre guillemets, il va surgir des eaux, le monde va commencer à exister. Jusque-là, on est clair. Le lever d'Atum, des eaux primordiales, est signifié, donc son premier acte de conscience ou d'action mentale, va être symbolisé par les Égyptiens par l'émergence d'un tertre des eaux. Il y a une sorte de île ou de montagne ou de colline primordiale qui surgit des eaux et qui représente sa sémence pétrifiée dans les eaux. Cette montagne, qui est en fait une pyramide, pour que vous compreniez l'analogie, va être appelée la colline Ben Ben. Facile à retenir. Ben Ben. Lorsque cette colline primordiale, première ascension de la matière concrète des eaux primordiales, mais pas totalement matérielle, puisque c'est une image mentale. Et cette colline n'est pas un être concret, mais la première forme d'existence qui va être représentée par ce qu'on appelle, nous, une pyramide. C'est de l'ascension de la pyramide, quand la pyramide va monter, un oiseau va se poser sur son sommet. Ça devient intéressant. C'est un oiseau exceptionnel qui s'appelle Bennu. Ben Ben, Bennu. Et dès qu'il se pose devant le Ben Ben, le Bennu, la vie va pouvoir commencer à exister, puisque cet oiseau magique, extraordinaire, qui peut être une garce, un héron, bon, un oiseau toujours élongé, grand, vous le verrez tout à l'heure, je vous montrerai des représentations du Bennu. À partir de là, va sortir le disque Ré, la forme visible, lumineuse d'Atum. Atum est l'essence de la vie, et toute cette vie, pour se matérialiser, pour se répandre dans le temps et dans l'espace, se concentre dans ce disque solaire pour être répandue sur la forme des rayons lumineux. Rayons lumineux. Le cœur de Ra est le Bennu. C'est son identité profonde. On ne le voit pas, mais il y est. D'accord? Parce que quand il y a trop de luminosité, ce qui est apparu avant est caché par la propre lumière. Si vous recevez un coup de flash, vous devenez aveugle. Bon, c'est exactement la même idée. Donc, on a un tertre, pyramide, première forme abstraite de l'univers,
qui sort des eaux, un oiseau qui représente la vie, et dont son cri, le premier cri, le premier son, va déchirer le silence. Et du moment que le silence est déchiré, le temps peut commencer à s'écouler, et par conséquent, le soleil, avec son trajet, va rythmer les jours et les nuits, et ça y est, nous sommes dans le monde que nous connaissons, dans les temps, dans l'usure du temps, dans le mouvement de la vie. Et comme, justement, le temps produit la vie, mais aussi la mort, parce que je pense que vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne, l'oiseau en question, le benou, va représenter la source de la vie, de la mort et de la renaissance. C'est pour cela qu'il est aussi le résident du cœur d'Osiris, l'autre dieu que tout le monde connaît, qui représente la mort et la renaissance ou la résurrection. En fait, l'oiseau en question, c'est des doubles sur ces deux formes en Osiris-Ré pour la religion populaire, mais derrière, il y a cet oiseau qui régit les cycles du temps. Et comme il régit les cycles du temps, il va régir donc le cycle de l'inondation. Vous savez que l'année égyptienne est basée sur 3 saisons, notamment la dernière qui est la sécheresse, et à un moment donné, les flots recommencent, la stérilité, la sécheresse est vaincue, et la fécondité, et le monde se renouvelle. Ok? Ça, c'est un cycle. L'oiseau Benou va être associé aussi à une planète, Vénus. La planète Vénus est avec Sirius, ce sont les deux luminaires les plus puissantes de notre ciel. À Strasbourg et ailleurs, je le dis pour que vous sachiez. La caractéristique des Vénus, c'est qu'à un moment donné de son cycle, elle est étoile du soir, elle apparaît pour annoncer la nuit, donc la mort, enfin la fin du cycle. À un autre moment, si on suit son cycle, elle disparaît, donc c'est quand même l'au-delà, elle passe à l'invisible. Et après, dans le même cycle, elle réapparaît le matin, comme étoile du matin, et elle annonce la renaissance, le nouveau cycle. C'est pour ça, donc, il y a ce rapport stellaire, enfin planétaire, et l'étoile Sirius, qui est à une octave supérieure, les mêmes principes, a le même cycle, avec un intérêt, c'est que le cycle de Sirius est exactement de 365 jours et un quart, comme l'année réelle astronomique de la Terre. Et l'étoile du soir, pendant 70 jours, elle disparaît. Et c'est pour ça qu'on momifie pendant 70 jours. Et au 71e jour, ça réapparaît. Et quand ça réapparaît, elle annonce la crue du Nil. Par ce qu'on appelle un ortholiaque, c'est-à-dire l'étoile apparaît d'abord pour annoncer le lever du soleil, le soleil arrive, et c'est comme si ces deux-là se mariaient. Et de ce mariage, entre guillemets, les flots commencent à parcourir la terre égyptienne. C'est joli. Je suis obligé de vous expliquer tout ça. Sinon, après, vous me direz pourquoi il me parle de Sirius, pourquoi il me parle de Vénus, pourquoi il me parle de tout ça. D'accord? Donc,
ben, et le mot ben en égyptien veut dire cycle. Maintenant, vous avez compris pourquoi. Et elle veut dire aussi œuf. Vous verrez que c'est très important. Et mouvement, devenir, etc. C'est pour la pyramide, c'est pour le tertre. Le Bénou veut dire briller, ascension, élévation. Donc vous avez deux mouvements qui sont décrits entre le ben et l'oiseau Bénou, la cyclicité et la verticale, l'ascension lumineuse. Le diamètre et la circonférence, si vous voulez. Bon. Alors, à l'intérieur des pyramides que vous pouvez visiter, comme par exemple une qui se visite souvent, c'est la pyramide d'Ounas. À partir de la 5e dynastie, avant, on n'écrivait rien à l'intérieur des pyramides. L'écriture existait déjà depuis 1000 ans, hein, c'était pas un problème. Mais c'était mystérieux, secret. Mais apparemment, à partir de la 5e, ils décident de se mettre à écrire à l'intérieur de murs. Et ça s'appelle les textes de pyramides. Pourquoi? Tout bêtement, parce qu'ils ont trouvé à l'intérieur des pyramides. Comme il y a les textes de sarcophages qui suivront après, ils s'appellent textes de sarcophage pour en trouver sur les sarcophages. Et après, il y a les livres de mort, parce qu'on l'a trouvé à côté de la momie du mort. Bon, ça n'a rien de poétique, d'exceptionnel. Mais dans les textes de pyramides, et on ne parle pas du tout des pyramides. Je vous dis tout de suite, au niveau de la construction, voilà, il y a tant de pierres. Dans aucun texte funéraire égyptien, peu importe l'époque, pendant 3000 ans, vous ne trouverez rien sur la vie personnelle des personnes, des rois qui étaient enterrés. Parce qu'on est en train d'expliquer par quel procédé, de quelle manière, l'âme parvient à sa destinée finale. Comment elle se transfigure. Comment elle devient une entité spirituelle. Vous voyez? C'est ça qui est important pour les Égyptiens. Et pas de dire, bon, mais il est né à telle heure, il avait tant d'épouses, il a mangé ceci ou cela. Pas du tout. La question fondamentale, c'est d'aider l'âme du défunt à se transfigurer. Parce que, comme on le lit dans les textes des pyramides, le pharaon qui est mort a un enjeu énorme. Comment transformer sa momie, qui est encore desséchée, c'est une sorte de statue à l'image d'Osiris, c'est-à-dire comment on transforme ces statues, ce corps inerte, dans un être de lumière. Voilà l'enjeu. Et bon, c'est quand même un enjeu énorme. Parce qu'on peut dire, bon, il a momifié, l'affaire est clos. Non, pas du tout. Pour eux, la momie est un support pour qu'il aille des modèles, des éléments, mais surtout pour quitter la momie et se transfigurer dans un être spirituel, ce que la momie n'est pas. D'accord? N'est pas. Et donc, c'est ça qui est important pour eux. Vous me suivez jusque-là? On est encore là. Oui, c'est bien, c'est gentil. Donc, je reviens à la question de l'oiseau Bénou, etc. Cet oiseau
comme il régit le temps et la vitalité du temps, va représenter un cycle aussi, donc, de mort, de vie, mort et renaissance, au point que tous les défunts, y compris dans les livres de mort, au Nouvel Empire, etc., disent je suis comme le Bénou, j'appelle le Bénou pour qu'il me conduise, pour qu'il soit dans mon cœur et que je puisse renaître. Et ce cycle de métamorphose au niveau du temps va donner un cycle de 500 ans pour le Bénou. Dans certaines traditions, où le Bénou se naît, se développe, grandit et meurt, pour renaître ensuite, et ainsi de suite, cycliquement. Et quand les Grecs sont arrivés en Égypte, et ils ont vu les mythes du Bénou, ils ont créé un mythe à eux, qui s'appelle le mythe du phénix. L'oiseau qui renaît de ses cendres. C'est pour vous expliquer comment ça s'est passé. Maintenant, comme ça, vous allez comprendre mieux mon ami Bénou. Alors, le Bénou va pondre, c'est-à-dire un œuf, dans son nid qui est le tertre. Et donc, la pyramide est censée être le lieu où l'œuf du Bénou se loge. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais c'est que c'est comme si on était des alchimistes, c'est comme un Athanor, un lieu de transfiguration. Donc l'intérieur de la pyramide et son organisation est censé représenter la métamorphose de l'âme dans l'œuf du Bénou. Ça se complique un peu, mais... Et c'est pour ça qu'ils ont fait les pyramides. Les pyramides sont des transformateurs de matière en esprit. Ou disons, des matières inertes en lumière vivante. Voilà l'idée. Voilà le concept essentiel. Il y a un vieux mythe qui touche l'enfant d'Osiris, Horus, et Osiris. Vous savez, il y a une trinité très connue, hein, Isis et Osiris, papa, maman, et l'enfant Horus. Et il y a eu toute une bagarre dans la succession, parce qu'en fait, ce mythe est un mythe de la succession royale. Et de comment l'enfant a dû se battre contre d'autres prétendants, je la fais courte, pour pouvoir succéder à son père. Quand la succession est garantie, Horus, sur la forme d'un oiseau faucon, va construire un œuf en myrrhe. Vous savez, la myrrhe qu'on brûle dans les églises, etc. Il va créer un œuf pour mettre à l'intérieur son père. Il va chercher la myrrhe à l'est de l'Égypte, en Arabie, d'où il venait en fait. Il le construit, il met son père dedans et fait un périple de l'est vers l'ouest pour le ramener en Égypte et le mettre dans la cuveuse, entre guillemets, du tertre, pour qu'il puisse, à un moment donné, rompre la coquille de ces fameux œufs et renaître à la lumière. Et les rites et cérémonies qui vont se faire dans les pyramides et dans tout le sanctuaire des pyramides, bon, mais sont en rapport à cela, parce que là, on ne parlera pas d'Osiris, mais d'Osiris un tel qui est le mort. Le mort s'appelle Osiris Schtroumpf.
Osiris Fernand, Osiris Jean, Osiris Laura, peu importe. Vous voyez, il est assimilé, et la momification permet l'assimilation de cet être défunt au Dieu de la Renaissance. Pour ça, on fait la momie. C'est un corps de substitution pour travailler symboliquement et permettre à l'âme de se reconstituer. Mais après, ce n'est pas le plus important. Même si pour la plupart des gens, c'est le truc le plus croustillant. Pas pour les Égyptiens. C'est bon? Bon, mais vous êtes bon alors. Donc, l'idée centrale de la construction des pyramides, c'est de pouvoir évoquer le mythe de la création, c'est-à-dire que la pyramide était toujours entourée d'eau. Et quand il y avait l'inondation, vous verrez des photos tout à l'heure qui étaient prises à l'époque où il n'y avait pas le barrage, vous verrez que l'eau arrivait au pied des pyramides. Et ça donnait donc l'idée, pendant l'inondation, que la colline sortait des eaux. Après, les eaux se repliaient et dégageaient un espace, etc., etc. Donc, on recommence le mythe de la création. Et la colline ou la pyramide devient les lieux de transformation, comme l'œuf du Bénou. Et l'âme du mort, je vais vous expliquer après la transfiguration, et va partir par le sommet de la pyramide comme un être de lumière, comme s'il était le soleil au zénith. Parce que toute l'histoire qui suit, qui est bien documentée dans les textes des pyramides, c'est comment l'âme transfigurée en être de lumière épouse ou prend contact avec un rayon lumineux qui devient son vaisseau pour remonter vers la source céleste qui pour les Égyptiens n'est pas le soleil, mais les étoiles. Le destin de l'âme de Pharaon est dans les étoiles. Et nous verrons ça plus en détail avec les images. Donc tout le trajet, etc., vous verrez, c'est très intéressant. Et je pense que là, je peux, maintenant que je vous ai définitivement démoli tout, et je peux commencer donc la projection. Alors, je vous avais parlé d'Héliopolis. Ce qui reste d'Héliopolis est un très beau obélisque de l'époque de Sésostris III. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles fouilles qui ont pu dégager quelques hectares des temples héliopolitains, mais d'époque plutôt, entre guillemets, tardif, Nouvel Empire, et basse époque. Mais on a des descriptions dans les textes. Mais le premier temple dont parle la tradition héliopolitaine est très sobre. C'est, au fait, un mur rectangulaire avec une porte à l'ouest, une seule porte à l'ouest, et au milieu de cette cour rectangulaire, un sommet qui est porté par un pilier colonne. Vous vous rappelez Héliopolis, le pilier. Voilà le pilier. Alors je vous l'explique. Le sommet, que vous voyez un peu triangulaire ici, est un météorite en fer.
c'est probablement une descente d'un météorite tombé du ciel, comme une sémence du ciel qui tombe sur la Terre, qui va représenter le tertre sacré primordial, qu'ils vont surélever dans un pilier qui va être légèrement évasé et va donner le prototype du premier obélisque. Vous voyez? Donc, vous avez le Ben en haut et le rayon de lumière qui descend sur la Terre. Voilà ce que signifie un obélisque. C'est joli, non? Il ne s'appelait pas obélisque, évidemment, c'est un mot grec qui vient d'obéliskon, qui veut dire hampe aiguë. Hampe aiguë. Une hampe. Et, bon, c'est comme ça que les Grecs l'ont vu, mais le nom en égyptien, c'est Techen. Techen. Et ça, c'est le nom vrai de l'obélisque. Et ces obélisques sont des offrandes qu'on met devant les temples. Ils sont associés en bonne partie par deux, en couple, représentant le parcours du soleil. Un obélisque, comme vous verrez dans les temples, est censé représenter l'Est, l'autre l'Orient. L'obélisque de la Concorde, enfin l'Ouest, l'obélisque de la Concorde est celui de l'Ouest, de l'au-delà. Et celui qui reste est celui diurne de l'Est. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, mais voilà, c'est simplement un titre amusant. Donc, voilà le premier monument, le premier temple qu'on connaît. Et cette sorte de rectangle à ciel ouvert, plus tard, dans le temple canonique classique que vous avez parcouru, que vous pouvez regarder les plans, qui est un plan très tardif. Pour l'Égypte, je veux dire, ce sont des temples qui ont été construits au Nouvel Empire, 1500, 1000 avant Jésus-Christ, et qui sont perpétués jusqu'à l'époque ptolémaïque. Vous savez que la première partie du temple égyptien classique, c'est la cour. Une cour rectangulaire, et qui est en fait la cour d'Héliopolis. Simplement, les obélisques sont devant les pylônes et pas dans la cour. Donc, la mémoire atavique de tout ça se retrouve dans le temple classique, qui reconstitue beaucoup d'autres traditions, bien entendu. OK? Donc, je voulais vous signaler cette reconstitution. Voilà l'histoire. Donc, si on veut, on peut éteindre. Si vous éteignez la lumière, vous allez mieux voir le diapo. Au moins, c'est là l'énorme réflecteur qui est là. Alors là, vous voyez cette photo qui, pour moi, est extraordinaire, où vous voyez la grande pyramide, le soleil, le zénith, presque. C'est un peu cette idée de que par le sommet de la pyramide va sortir la lumière, et Ra, etc. Et à côté, et vous voyez, vous le verrez mieux plus tard, parce que apparemment l'écran n'est pas assez grand, et vous voyez le Bénou. Alors, je vous avais dit que les pyramides étaient entourées d'eau. Et là, vous avez des photos du début du XXe siècle. Vous voyez, l'eau arrive pas loin, hein, à l'inondation. Et moi, je trouvais intéressant parce que les Égyptiens
ils voyaient ça, avec une différence qui est la suivante. Toutes les pyramides étaient recouvertes d'un enduit d'une épaisseur d'une bonne vingtaine, trentaine de centimètres. C'est un truc énorme. Cet enduit est une sorte de plâtre avec de la poussière d'albâtre. Comme les faces des pyramides ne sont pas droites, mais concaves, ils se replient vers l'intérieur, comme un miroir qui est courbe. Quand le soleil les éclaire, c'est des véritables miroirs de lumière. Et c'est pour ça qu'un des noms des pyramides était les lumineuses. Donc, qu'est-ce qu'ils voyaient les Égyptiens? Ils voyaient une extraordinaire source lumineuse, triangulaire, sortant des flots. Pardon? Qu'en est-il de la pyramide à degrés de Djoser? Ça, c'est une autre histoire dont je parlerai à un autre moment quand vous me poserez des questions. Pour l'instant, je fais mon exposé. Comme ça. Là, nous sommes dans la théologie d'Héliopolis. Et Djoser correspond à la théologie de Memphis. Nous sommes dans d'autres mondes théologiques. Moi, je vous donne la source héliopolitaine. Point. Sinon, je complique la vie. Et là, vous avez donc la représentation du Nil, qui est une rare divinité, puisque le Nil, pour les Égyptiens, est homme et femme à la fois. Regardez les seins pendants du Nil. Il est père-mère. Il est ni garçon, ni fille. Il est les deux, parce qu'il est le père-mère de l'Égypte. Et là, vous avez la représentation du Nil avec deux vases qui font écouler de l'eau, qui représentent ce qu'on appelait les deux robinets, entre guillemets, d'où sortait l'eau du Nil, la crue. L'un Aswan et l'autre la zone de Memphis. C'est-à-dire la basse Égypte, Memphis, et Aswan, la haute Égypte. Et dans sa grotte, est en train de déverser, les flots dans sa grotte qui est représentée par un serpent qui est là. Vous pouvez voir cette image à Philae, à l'île des Philae. La pyramide, en hiéroglyphe, surgit d'un hiéroglyphe qui s'appelle Akhet. Akhet veut dire l'horizon. Là, l'horizon est représenté comme deux collines avec un creux comme une vallée, et de l'espace entre ces deux montagnes surgit un triangle isocèle qui est la pyramide. Comme, pour donner un autre exemple, la naissance du soleil, comme ils veulent le montrer, c'est l'horizon, le disque solaire. Donc, Akhet est l'horizon. Mais c'est important, cette idée de l'horizon. Parce qu'à l'horizon, quand les choses sont à l'horizon, ils sont soit visibles, c'est entre visible et invisible. Le soleil se lève à l'horizon. Le soleil se couche à l'horizon. Donc vous avez deux horizons. L'horizon de la naissance et l'horizon de la mort. C'est pour ça que dans les hiéroglyphes, l'horizon de la naissance est en bas, comme c'est représenté, mais il y a l'autre qui est inversé. Donc ça fait deux horizons. Et pour les Égyptiens, nous vivons entre ces deux horizons, qui sont parfaitement marqués par le trajet du Nil, qui partage la terre égyptienne
en rive orientale et en rive occidentale. Donc, la vie et la mort reliées par la lumière et son trajet. Le nom de la pyramide, évidemment, ça ne s'appelait pas pyramide, parce que c'est encore du grec, mais émer, mer. C'est le même mot, c'est exactement le même mot en égyptien pour dire amour. C'est beau. Donc, oui, parce que comme la pyramide est un lieu d'engendrement, dans l'au-delà, évidemment, et cette idée de l'amour va aussi être associée à la pyramide. Où vas-tu? Au règne de la lumière et de l'amour. Et c'est pour ça que les Égyptiens disent « Non, tu n'arrives pas à la mort, tu arrives à la vie. » C'est un texte de pyramide qui est très répandu, très répété. « Non, tu n'arrives pas à la mort, tu arrives à la vie. Prends ton envol, prends ton rayon de lumière et fais ton ascension. » Bon, voilà l'idée. Alors, au sommet de chaque pyramide, peu importe laquelle, il y avait une seule pierre triangulaire. Tous les autres sont rectangulaires, comme vous les imaginez. Mais quand on arrive au sommet, il y a une pierre triangulaire. Cette pierre triangulaire, en égyptien, c'est Ben Benet, c'est-à-dire un pyramidion. Et cette pierre triangulaire était couverte de métal. Pour indiquer sa qualité, elle pouvait être de l'or ou des alliages, or, argent, cuivre, ça dépend, pour refléter et canaliser la lumière, le pyramidion. En réalité, le pyramidion, posé, quand on pose sur la pyramide, le pyramidion, c'est comme si le Ben venait de surgir des eaux. Et c'est par cette pyramidion qu'il faut que l'âme du défunt quitte le monde terrestre. C'est pour ça que je vous montrais le sommet, le disque solaire, etc. Donc, si on fait un peu d'imagination, ça serait ça. Donc, regardez. Ça, c'est la grande pyramide où il y a maintenant paratonnerre. Mais vous voyez, il manque les pyramidions. Bon, j'imaginais une juxtaposition pour que vous compreniez que cette pierre... Donc, c'était la dernière opération. Et la plus difficile, parce que quand même, il fallait monter le pyramidion. Donc, un petit schéma toujours pour se rappeler. Donc, au sommet, les pyramidions recouverts d'or. Là, c'est pour qu'on le voit. On a trouvé certains pyramidions par terre, évidemment. Et donc, le calcaire blanc poli était là. Donc, la pyramide telle qu'on la voit n'était pas comme ça, vous avez compris. Et dans le cas de la grande pyramide, c'est quand même 2,3 millions de blocs. C'est une moyenne de 2,5 tonnes. Donc, c'est quand même du costaud. Alors, revenons. Ben, cercle, retour, procréer. Il est représenté ici. Et ça sert de socle pour que l'oiseau Benou puisse être perché. Et je vous avais dit, c'est levé, brillant. Donc là, on a les deux, ensemble. C'est comme ça qu'il est représenté. En fait, le Benou représente en même temps les flots des eaux et le reflet de la lumière du soleil sur les eaux.
il a, pour ça je vous ai dit, il est le cœur de Ra, il est le cœur d'Osiris. Et les flots sont guidés par Osiris, l'inondation, et la lumière par Ra. L'Égypte est cette étrange union de la lumière et de l'eau. Et lumière et eau fait la vie. Vous voyez? Et il y a énormément de textes sur ça, et c'est la base. Relier le cycle du ciel, la lumière, le soleil, le cycle de la terre par l'eau. Le Bénou, je vous ai dit, est associé au défunt, bon, vous le voyez, le Bénou, hein, avec même le disque solaire, ça c'est le défunt. Ça c'est la barque qui va le conduire dans l'au-delà. Et il implore Bénou de lui apporter la renaissance et d'être comme lui. C'est-à-dire de s'identifier pour pouvoir être cet oiseau de la Renaissance. Je trouve intéressant. Bon, je trouvais cette image très belle. Et là le Bénou a la coiffe d'Osiris. Et donc, quand il est représenté sur la pyramide, pour le pyramidion, enfin le Ben-Ben, comme je vous ai montré avant, il représente la maîtrise des cycles de l'eau et du temps. Et quand il est représenté avec la coiffe d'Osiris, il représente les forces de la Renaissance. Et donc, ça veut dire qu'il a une fonction dans l'au-delà de type funéraire. Et il y a des très belles représentations. Le cœur, ceci est une représentation en pierre d'un cœur. Le cœur est très important pour les Égyptiens, puisqu'il est le siège de la conscience. La demeure de l'identité profonde de quelqu'un est le cœur. La demeure. L'identité profonde de quelqu'un s'appelle Ba, B-A. Et le cœur s'appelle Ab, oui, un rébus. Et le cœur est témoin de l'identité profonde de quelqu'un. Comme il est témoin de l'identité de quelqu'un, c'est lui qui est jugé dans l'au-delà. Pour qu'il dise, parce qu'il est la mémoire, l'imagination, les sentiments, tous ces éléments-là, c'est le cœur. Si vous enregistrez, je ne suis pas d'accord. Ok, merci. Comme je ne savais pas, je dois vous le dire. Vous prenez tous les notes que vous voulez. Donc, c'était le cœur. Donc, le cœur, et placer la conscience dans le cœur est capital. Si l'identité, le bas, n'est pas dans le cœur, c'est qu'il n'est pas dans sa vraie demeure. Vous comprenez? Qu'il faut construire. Et là, c'est très beau parce que voilà le défunt dans son cœur qui va à la rencontre du Bénou pour l'adorer et se relier à lui comme agent qui peut l'aider à sa renaissance, c'est-à-dire activer son cœur. Là, vous avez une autre représentation. Là, il y a le défunt, là, il y a le cœur, et là, il y a le Bénou qui est dans son cœur. Et là, c'est le cœur sur la forme d'un scarabée, en lapis-lazuli. Le ciel invisible est considéré par les Égyptiens comme étant lapis-lazuli.
c'est une pierre qui faisait venir d'Afghanistan, les Égyptiens. Vous voyez qu'il y avait déjà des collections de partout. Et aujourd'hui, on a même trouvé les gisements. Grâce aux géologues actuels, par des études, on peut savoir d'où il vient. Mais le scarabée, Khépri ou Khépère, veut dire devenir. Donc, se transformer. Et la première forme de l'émergence de la lumière à l'aube, selon la symbolique égyptienne, est celle du scarabée Khépri. Donc, quand un atome émerge de la colline primordiale, on l'appelle atome Khépri. La force, la lumière de l'aube. L'intérêt, c'est que le disque solaire, à l'aube, n'est pas apparu encore. Il ne faut jamais l'oublier. Si vous avez regardé la naissance du soleil un jour, même à Strasbourg, je pense, d'abord il y a l'éclairage, il y a une lumière rose, très belle, et petit à petit, à un moment donné, le disque va apparaître. Mais il apparaît précédé de la lumière de l'aube. Et c'est la lumière de l'homme, de l'aube, qui est la lumière de transfiguration. Parce qu'elle est à l'horizon. Les lieux qui connectent, visible avec invisible. Donc, si le cœur devient Khépri, et s'il arrive à être comme la lumière de l'aube, les possibilités de métamorphose de l'âme du mort sont puissantes. Et dans ces scarabées cœurs, on retrouve nos amis, le Bénou et Osiris. Bon, c'est tout le programme que je vous ai expliqué. Là, simplement, c'est un effet dans le temple d'Abydos. C'était le matin tôt. Et on voit comment la lumière se répandait dans les temples égyptiens. Ce sont des fenêtres avec des rayures, entre guillemets, verticales, des pierres verticales, qui permettent donc de donner l'image de la lumière comme des rayons qui s'ouvrent en faisceau, comme le fameux obélisque. Et les pyramidions étant la même chose. Ils représentent les rayons du soleil qui se répandent vers la terre. Dans les fenêtres zénithales de certains temples, vous avez dû voir, là nous sommes dans la terrasse de Dendera, des sortes de puits zénithaux pour que la lumière rentre comme s'il était en faisceau. Vous voyez, la base est plus large et en haut, c'est plus étroit. Là, vous le voyez. Et le rayon du soleil arrive à la momie pour la solariser, pour la remettre en vie. Voilà allégoriquement ce que ça représente. C'est-à-dire pour produire une renaissance. Mais la lumière réelle dont on parle est une lumière invisible. Ceci est l'intérieur de la pyramide d'Ounas. C'était simplement pour vous montrer les textes des pyramides. Et tous les murs sont écrits et en haut, il y a un double toit, comme dans nos maisons. Les gens ne sont pas habitués à voir des constructions comme ça en Égypte. Hein. Mais à l'intérieur, c'est comme ça. Et plein d'étoiles, c'est le ciel. Et de cette sorte de porte dans laquelle vous devez vous incliner, parce qu'elle fait 1,20 m, quand on rentre dans les lieux sacrés, on rentre en se couchant. Enfin, il y a donc le sarcophage du roi Ounas et les textes et une forme des murs comme c'était des portes de son palais. Les sarcophages
les pyramides, on rentre par le nord. Toutes les pyramides, l'entrée est au nord. Et on va donc vers le sud. Nord, sud. En descendant, dans ces cas-là, ou en montant, ça dépend. Mais ce qui est important, c'est que on prend à rebours le courant du Nil. L'axe nord-sud pour les Égyptiens, c'est le Nil. Donc, on fait une navigation vers la source du Nil pour arriver au lieu où est la chambre funéraire. Ça va? Et donc, le sarcophage est parallèle à cet axe. Il est nord-sud. Dans le Nouvel Empire, il sera est-ouest. Mais là, nous sommes dans cette symbolique. Nord-sud. Normalement, le sarcophage a une déesse qui le protège et qui les représente. C'est la déesse Nut, le ciel étoilé et le ciel invisible. Donc, rentrer dans le sarcophage, c'est rentrer dans la matrice de la déesse du ciel. Et la momie, entre guillemets, qui rentre, avec tous les autres composantes que je vous expliquerai après, est censée être la sémence, c'est-à-dire répondre des actes. La sémence, ce sont nos actes. Et c'est ces actes-là qui vont nous enfanter dans l'au-delà. Chacun agit comme il agit. Et la transfiguration de la momie en être spirituel, qui s'appelle cet être spirituel Ak, ou A-K-H, c'est pas compliqué, est censé de le transformer en être lumineux. Et le Ak est un corps de lumière, ou appelé, qui peut être similaire à l'idée qu'on se fait dans l'Occident du corps de gloire. Donc la spiritualisation complète de la momie jusqu'à la lumière est tout un processus. Et cette transfiguration explique pourquoi certaines momies, comme celle de Toutankhamon, avaient donc des masques au nord. Ça, c'est le masque au nord de la momie de Toutankhamon. L'or est censé la chair des dieux, ou la lumière pétrifiée dans le monde, incorruptible. Voilà. Voilà pourquoi cet or et ces masques. Et toujours représenté, le cas de Toutankhamon, mais de tous les pharaons, comme si c'était un jeune. On peut mourir à 90 ans, le masque va vous représenter tout jeune. Parce que normalement, si la renaissance et la métamorphose se fait, vous serez jeune. Bon, voilà. Donc, on peut vous promettre le rajeunissement, mais une fois mort. Donc, je le dis dans le cas où. Alors, maintenant, nous quittons donc la pyramide d'Ounas, qui est justement à Saqqara, et nous allons au plateau de Gizeh, où il y a les grandes pyramides. Les pyramides que vous voyez, sont organisées comme en diagonale. Grande pyramide de Khéops, Képhren, Mykérinos. La plus grande et la plus ancienne. Et ainsi de suite. Je crois que ça se voit assez bien. La pyramide est la dernière construction d'un véritable sanctuaire. C'est le monument final d'un enchaînement de monuments. Ce qu'il y a, c'est que les autres monuments sont en tel état que le touriste en général ne se rend pas compte. Que ça peut être une construction qui est presque 1 kilomètre. Bon, on va le voir, on va comprendre. Et à côté des pyramides, il y a plein de tombes, déjà des reines, des princes, et aussi de tout le monde,
Parce qu'évidemment, ces lieux-là sont censés être une sorte d'espace de lancement de l'âme, où il y avait toujours des prêtres qui travaillaient pour le bien-être des défunts. Et donc tout le monde voulait un petit coin pour y être, quoi. Donc il y avait des tombeaux officiels et des tombeaux non officiels. Donc voyons la maquette. Donc Khéops, Képhrène, Mykérinos. Alors, on va se situer dans la pyramide qui est au milieu parce que c'est plus facile, c'est là où on va mieux voir. Il faut penser que là, il y a de l'eau. Chaque arrivée ou par deux, il y a un bras du Nil qui arrive le plus proche de la pyramide. Ça, c'est de l'eau. D'accord? Alors là, vous avez deux temples et le Sphinx. Ce temple-là est celui qui nous intéresse. C'est le temple dit de la vallée, parce qu'il est en bas. Dans le temple de la vallée, on va faire les dernières veillées de la momie et la clôture du processus de momification. D'accord? Et à partir de là, on va emprunter au 70e jour, vous voyez toute cette voie-là? Ça, c'est une voie sacrée, comme ici, qui va de l'est vers l'ouest. Et en montée. Légère pente, mais c'est comme une ascension qui va du lever du soleil au couchant. Et l'objectif, c'est de déplacer la momie, cette fois-ci à l'étape horizontale, et qu'elle reçoit les rayons du soleil zénithal, c'est la voie sacrée a des pierres au-dessus, comme un toit, mais laisse passer à peu près une ouverture comme celle-ci, pour créer un faisceau de lumière lors du passage du cortège, et notamment du sarcophage avec la momie, pour la solariser, comme vous l'avez vu dans l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, où il y a le mort qui est couché et qui reçoit le soleil zénithal. Et il avance, c'est son dernier parcours sur Terre, jusqu'à un temple. Vous voyez, là il y a un temple, là il y a un temple supérieur. Dans ce temple supérieur, on va faire le culte au disque solaire, à Ra et Osiris. Et on va associer le défunt à Ra et Osiris. C'est-à-dire à la vie matérielle lumineuse et à la vie dans l'au-delà. Parfait. Ça, c'est l'axe est-ouest, donc l'axe de la lumière. Certains rites, donc, ensuite, par un autre couloir, on va aller vers la façade nord de la pyramide pour rentrer à l'intérieur de la pyramide. Peu importe la pyramide. D'accord? Et faire le parcours du Nil à contre-courant. Vous vous rappelez que je vous expliquais, du nord vers le sud, vers la chambre funéraire. Ça, c'est le complexe des pyramides. Vous voyez, c'est quelque chose d'énorme. Avant de continuer, je voulais vous montrer comment est construite la pyramide. Les blocs, le système est très particulier. Et en général, chaque pyramide est posée sur un tertre naturel, légèrement surélevé, qui va servir d'assise au premier noyau au mur qui se construit. Mais ça se construit pour faire
un élément vertical. C'est comme si on construisait un mur. Autour de ce mur central, c'est une façon de dire, hein, on va construire en parallèle deux murs qui s'appuient sur le noyau. Et au fur et à mesure que ça s'élève, on construit d'autres murs qui s'appuient sur les murs. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez ce schéma. En apparence, ça donne un escalier qui est ensuite couvert par l'enduit que je vous expliquais. Mais en réalité, c'est un mur, deux murs, trois murs. Vous voyez ce que je sais? Donc, tout le monde s'appuie. Pourquoi on fait comme ça? Parce que la décharge, donc, de ces murs inclinés vont converger vers le centre. Comprenez? Le poids étant de ces murs étant vertical et incliné, au lieu d'aller, vont faire comme ça. Ils vont aller vers le centre. Ce qui va donner une énorme force à la construction. Et plus grande est une pyramide, mieux elle résiste le temps. Les pyramides les mieux conservées sont les plus grandes. Parce que justement, le noyau devient plus puissant. 75% de la décharge de poids se fait vers le centre. Ce qui est énorme. Donc, la pyramide égyptienne n'est pas construite par étages superposés. Vous comprenez? C'est pour ça que je représente la pyramide égyptienne humaine comme ça. Au centre, il y a le personnage plus élevé. À côté, différents niveaux, ok? Mais tout le monde est solidaire. Parce que dans la mentalité égyptienne, tout le monde est solidaire. Et ceci est en rapport à un concept que je développerai un autre jour, qui est Ma'at. La vérité, solidarité, etc. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie, mais tout le monde est solidaire. C'est-à-dire, le plus haut a plus de responsabilités, donc plus de devoirs que le plus bas. Et il doit répondre par des actions. Donc ça, c'est le système. Évidemment, vu de l'extérieur, ça ne se voit pas. Ce que je viens de vous donner comme schéma. Et la construction se fait, le noyau, vous voyez, on met le mur autour du noyau, on continue à mettre des murs autour du noyau, donc on circule. On tourne. Comme le mot ben-ben. Circulation, cycle. C'est intéressant de comprendre que le chantier épouse la signification de notre ami Ben-Ben. Les proportions sont intéressantes. Lorsque Hérodote a interrogé, vous savez, Hérodote était le premier journaliste de l'histoire, il interroge les prêtres égyptiens sur, comment dire, sur la pyramide, et les Égyptiens lui disent « L'aire d'une surface triangulaire est égale au carré de sa hauteur », et ça, c'est le module géométrique pour construire la pyramide. C'est-à-dire que l'auteur de la pyramide a une surface équivalente à la surface de chacune de ses faces. Pour réussir, c'est l'unique type de triangle, c'est l'unique type de pyramide qui peut être en proportion du nombre d'or ou le nombre phi, 1,6, dans lequel nous sommes construits comme corps, hein, au niveau des proportions et aussi les différentes, beaucoup de choses que nous disposons. Et en même temps,
en rapport à pi, à la quadrature du cercle. Donc c'est intéressant parce que les prêtres égyptiens l'ont dit. Voilà, la matrice est celle-ci, Hérodote l'a repris, mais il n'a pas expliqué plus. Et quand j'ai travaillé à l'époque sur ces textes-là, j'ai dit, mais c'est marrant, hein, parce que ça donne ce type de proportions. Et la pyramide est parfaitement orientée selon les points cardinaux. Bon, là, c'est pour que vous voyez les triangles. Mais bon, vous le verrez un autre jour. Bon, ça, c'est vu du haut. Comme ça, à côté de la pyramide, il y a des barques ou des fossés qui contenaient des barques qui sont censés représenter la barque solaire qui va prendre l'âme. Comme ce n'est pas physique, le double de la barque, son aspect énergétique, va démarrer le voyage quand le défunt va sortir au sommet de la pyramide. Alors, reprenons notre voyage. Donc ici, on voit la voie sacrée vers la pyramide de Képhren, notre ami le Sphinx. Vous vous rappelez que je vous ai dit en bas, à côté, c'est le temple de la vallée. Donc, là, on le voit un peu mieux, non? Là, c'est le temple en question. Là, il y a la sortie vers l'ouest. Vous voyez les deux murs de la voie sacrée. Ça, c'est l'intérieur de ces temples qui sont en granit et en albâtre. Et très sobre, aucune inscription. Dans lesquels on faisait aussi des rites. Et il y a un rite très important dont je voulais vous parler. C'est que quand ils vont arriver en haut, il faut, pour les Égyptiens, au niveau rituel, réveiller le mort. C'est-à-dire, eux, ils disent la chose suivante. Quand on meurt, il y a une sorte de collapse et de choc qui fait que les différents composants de l'être humain, plus subtils que le corps, la vitalité, les émotions, bon, etc., part à droite et à gauche. Enfin, et il faut donc, avant de placer la momie dans la chambre funéraire, et ça c'est valable pour un pharaon comme pour n'importe qui, il faut pouvoir faire un rite qui réintègre les différentes parties du mort pour qu'il rentre réveillé avec tous ses sens. Parce que maintenant, il va falloir qu'il bosse, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il se transforme. Et il peut pas, c'est pas automatique. Bien sûr, le rite aide, mais c'est la conscience de l'être qui fait tout ça. Et donc, il y a un rite qui s'appelle celui de l'ouverture de la bouche et l'éveil de sens, qui s'est fait, là, c'est Toutankhamon, ça c'est le prêtre Haï, qui joue comme s'il était son fils, même s'il n'était pas, mais c'est lui qui fait l'ouverture, joue le rôle d'Horus. Vous vous rappelez mon ami Horus qui avait fait l'œuf, qui a mis... Bon, voilà. Donc, en plus, là, il a un objet qui a une drôle de forme, qui s'appelle une herminette, toujours en fer météorique, comme le météorite qui était tombé à Héliopolis et qui a donné le premier Ben-Ben. Donc, ce n'est pas du fer extrait de la mine. Donc, c'est un fer qui est censé venir du ciel et qui représente ici la petite ours. La constellation qui a 7 étoiles. Et chaque aspect de cet instrument va toucher les yeux. Nous avons 7 trous, 7 orifices dans la tête, non? Nous avons la bouche, 1, 2 les narines, 2 les yeux, 2 les oreilles, ça fait 7. Et donc, chaque étoile, entre guillemets, est censée éveiller par sa force céleste les différents sens, et aussi on va toucher une partie du corps, etc., etc.
pour que logiquement, il rentre éveillé. Et pour faire cette opération, on met debout le sarcophage, on ouvre le couvercle et on fait les attouchements sur la momie. Bon, évidemment, après, on l'embarque à l'horizontale parce que c'est un peu compliqué de le déplacer, mais là, il est censé commencer son véritable périple. Donc, vous voyez, là, on avance dans la voie sacrée, on arrive au temple supérieur, donc vous voyez qu'il reste très peu. Par rapport au temple de la vallée, il reste... Et donc, de loin, on ne voit pas, on pense que c'est des ruines, mais en réalité, c'est un temple dédié à Ra et Osiris. Et là, je vais vous expliquer rapidement. Là, c'est le temple du haut. Et ça, c'est la coupe de la grande pyramide. Il y a 3 chambres. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la chambre du chaos, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais quand on rentre par le nord, on arrive à un couloir que vous verrez, qui mène à 2 destinations. La dite chambre de la reine, donc on ne sait pas si c'est la reine, on ne sait pas, tout ça c'est totalement fortuit, et la chambre du roi. Mais en même temps, vous pouvez observer que de la chambre du roi partent 2 canaux vers l'extérieur et de la reine 2 aussi. Vous voyez, des canaux vers la surface des faces. Ces canaux sont orientés selon les étoiles. Je vous expliquerai tout à l'heure. Vous savez tout maintenant. Donc, ça, c'est pas l'entrée, c'est l'entrée de la grande pyramide, mais ce n'est pas la vraie entrée. On a cherché, ils ont cassé, bon, voilà. Mais bon, on rentre par là. Et justement, quand on passe le premier couloir, on se trouve devant un couloir qui conduit à la chambre de la reine, c'est tout droit, et un autre qui est ascendant, qui conduit à la chambre du roi. Mais on voit bien que ces 2 salles ont un même chemin et avec sa double bifurcation. Ceci est l'entrée de la chambre de la reine, aussi très basse. Bon, là, vous n'avez pas l'échelle, mais vous êtes à 1 mètre quelques, pas plus. Et là, il y a un trou. C'est un de ces tuyaux, ou ces conduits qu'on appelle d'aération. Mais bon, le mort n'en a pas besoin. Vous acceptez que le mort n'en avait pas besoin. Mais c'est intéressant. Et là, donc, on est ici. Là, ça bifurque. On est là. Là, c'est l'entrée. Là, il y a une sorte de niche pyramidale. Là, il y a un conduit. Et là, il y a un autre conduit. Et vous voyez le toit comme à la pyramide d'Ounas, tout bleu. Mais vous voyez qu'il n'y a aucune inscription. Et dans un des tubes d'aération, on a trouvé ceci. Alors je vous explique. Ceci est un couteau en silex. Avec un manche qui était ensuite ajouté sur la forme qu'on avait trouvée, qui est en or. Donc vous voyez le couteau en silex. Mais ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est que le côté coupant n'est pas la pointe qui sert pour la poignée, mais là, c'est comme la queue d'un poisson. Les plus anciens objets qu'on a trouvés en Égypte sont en silex. Et les objets rituels, comme celui-ci, en silex, qui était considéré une pierre magique, ancestrale, parce que c'est aussi une pierre de feu,
Ne l'oubliez pas, le silex, c'est une pierre de feu. Et on était utilisé jusqu'à l'époque ptolémaïque. Déjà, les métaux, il n'y a pas de problème, ils n'ont pas besoin du silex pour couper. Mais rituellement, au niveau cérémoniel et pour l'ancestralité, on est là. Ce couteau de silex s'appelle sheshenq, mais bon, c'est pas grave, est utilisé depuis l'époque prédynastique pour couper le cordon ombilical du nouveau-né. C'est-à-dire que c'est un couteau qui implique sa présence à une cérémonie de naissance. D'accord? Donc on pense, vu la trouvaille, dans la dite chambre de la reine, que c'est là où on a fait la cérémonie de l'ouverture des sens pour le défunt, et que cet éveil représentait une nouvelle naissance dans l'au-delà, bien entendu, et qui était fait, bon, avec tous les objets liturgiques, mais on en a trouvé un. Et on a trouvé un autre dans la cour de la pyramide de Mykérinos. Et bien sûr, d'autres ailleurs, mais je veux dire que c'est quelque chose qui est très bien documenté. Donc, éveil à une autre dimension. Là, il y a des pierres comme si c'était un hôtel, mais on ne sait pas ce qui s'est passé là. Mais manifestement, cette niche correspond à quelque chose. Et là, on prend l'autre escalier. Vous vous rappelez qu'il y avait... On monte et nous montons vers... Regardez. Là, vous avez des pierres qui sont des pierres très lourdes qui servent pour soutenir et donner la puissance à la chambre du roi. Et la porte d'entrée est là, où il y a cette sorte de rectangle lumineux, qui est là, très similaire à celui de la reine. Alors, vous voyez, ça c'est une belle photo de la fin du XIXe siècle. Alors, vous avez une échelle, la dame, qui est devant la porte d'entrée, les tubes de réaction, ok, et le sarcophage en pierre qui normalement devait contenir un autre sarcophage en bois qui contenait à l'intérieur la momie. En réalité, on a fait une étude de ce sarcophage et on n'a jamais trouvé de la matière organique déposée, ni du bois, ni des momies, c'est-à-dire que ce sarcophage n'a pas été utilisé pour mettre une momie. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que Sahi-Hawass cherche la véritable tombe de Khéops. Bon, ça, je suis sûr. Le reste, je n'en sais rien. Mais je vous dis ce que je sais. Ce que je peux documenter réellement. Donc, normalement, ce sarcophage est censé être une matrice, comme je vous expliquais, des renaissances. Qu'est-ce qui doit se produire ici, dans cette salle? Dans cette salle doit se produire un événement majeur, c'est que le défunt, à travers son travail dans l'au-delà, puisse relier deux constituants à lui-même. Le premier, c'est le Ka, qui est une sorte de double qui représente toute la force psychique des procréations, d'énergie, qui protège même le corps, etc. Son hiéroglyphe est toujours deux bras levés, le Ka. Normalement, il n'y a pas de mot pour mourir en égyptien. Et on dit « il a passé son Ka ». C'est-à-dire que son Ka a porté toutes les autres composantes invisibles de l'être humain et il est passé à l'invisible, c'est-à-dire qu'il passe les murs, quoi.
Et il doit réussir la fusion du K avec son bas, le fameux oiseau qui représente l'identité. Tout ça doit se fusionner dans cette salle, selon le texte. De la fusion du K et du bas naît le Ak, le corps de lumière de l'être humain. S'active le corps lumineux. Si le corps lumineux est activé, le Ak, la momie reste là, tout le reste là, le Ak sort de la chambre funéraire. Parce que la chambre funéraire, par rapport à l'axe de la pyramide, est désaxée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai montré Ounas, il y a un couloir qui descend et il y a une porte qui dévie à droite, par exemple, qui va vers la chambre funéraire. La chambre funéraire n'est pas au zénith de la pyramide. Elle est de côté. C'est pareil ici. Donc, pourquoi? Parce que l'unique chose qui doit sortir de la chambre funéraire est le Ak qui doit se placer dans l'axe de la pyramide pour faire son ascension comme le Bénou. Ça va? Donc regardez, on a fait 3 axes alors. Est-ouest pour le soleil, nord-sud pour le Nil, terre-ciel pour l'accomplissement d'un au-delà. Alors, voyons maintenant la situation par rapport à ces fameux tubes d'aération. Alors, vous voyez la chambre de la reine, côté sud, va vers Sirius. Et vers le nord, vers Béthane et la petite ours. Qu'est-ce que ça signifie, ces 2 directions? Sirius est l'étoile où normalement réside l'âme d'Isis. L'âme de Dieu, en général, réside dans les étoiles. Dans le cas très précis, le bas d'Isis est à Sirius. Et ça représente la conception d'Horus. La mort, avec les cérémonies qu'on avait dit, découper le cordon ombilical, etc., implique une conception qui arrive à un achèvement, une nouvelle naissance. Et de l'autre côté, il y a l'herminette, que je vous expliquais, pour ouvrir l'essence, pour réveiller celui qui était mort et qui va revivre. Donc voilà ces tubes d'aération. Pour ça, il faut bien voir où ils vont. Parce qu'ils auraient pu mettre, comment dire, les tubes dans n'importe quelle orientation. Vous savez, il faut quand même prendre un temps fou pour faire un réglage, au fur et à mesure qu'on construit, pour que la ligne aille dans la direction donnée. Ne pensez pas que c'est pas comme un dessin. Bon, et alors maintenant, le nord, la chambre du roi. Alors, vers le sud, il va vers Orion. Vers le nord, vers Alpha du dragon. Je vous l'explique. Et en réalité, la constellation d'Orion est associée à Osiris, à l'âme d'Osiris. Donc, il va vers le lieu de renaissance, vers la patrie d'Osiris, vers le lieu d'Osiris. Et de l'autre côté, et vers la constellation du dragon, est associé au jugement du cœur. La constellation du dragon, à l'époque, donnait la polaire. Nous, c'est la petite ours aujourd'hui. Mais ça a changé depuis, ça bouge. Bon, mais ce qui est important, c'est que c'est le jugement.
Donc, c'est les lieux où il est justifié et donc transformé, corps lumineux. Si tu passes les jugements, bon, mais voilà. Donc, ce n'est pas anodin. C'est ça que je voulais expliquer. Bon, là, vous l'avez la même chose, hein, mais vers les étoiles. Sirius, Orion. Donc vous voyez que c'est Isis et Osiris côté sud. Et là, vous avez la petite ours avec Horus et la grande ours derrière, mais surtout le dragon. Et là, c'est la triade Osiris, Isis et Horus. Bon. Et voilà notre ami le Hak, qui va s'associer au niveau de sa représentation qu'il a à l'oiseau Bennu. Vous voyez qu'il fallait quand même vous raconter toute une histoire pour que vous expliquiez le cœur de lumière de ces défunts. Parce que ça, c'est un cœur de lumière. Donc, le Ka, le Ba, le Hak. Donc, on rentre avec son Ka, qui porte bien sûr tous les autres composants. Ça se transforme dans la chambre du roi ou dans la chambre funéraire. Et cette fusion va permettre l'ascension par le pyramidion de l'Hak. On arrive à la fin. Et le Sphinx, toujours, protège ces plateaux. Je voulais simplement vous donner un clin d'œil. Ne l'oubliez pas, le cœur de lumière. C'est fini.